s'approcher doucement, mais sûrement vers le sujet aujourd'hui de Focus Enfant avec moi, Chiffre. Bonjour. Bonjour, bonjour Yes. à tous les petits citoyens tunisiens et à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Ben oui, il y en a, il y en Ouais, a on beaucoup, l'espère. des petits qui écoutent malgré eux. Peut-être Hmm. qu'ils vont se révéler, se rebeller. Alors aujourd'hui, c'est un sujet quand même assez délicat dont on parle un petit peu plus en ce moment et aujourd'hui, c'est la délinquance chez les jeunes. Absolument. Focus Enfant par On l'a Moaz abordé. Chelif. Bon. Focus enfant, focus enfant. Alors, cher Moaz Chelif, docteur Moaz Chelif, on va parler de la délinquance à divers âges Oui. chez, en tout cas, les jeunes et les enfants, quelque part. Absolument. On parle des enfants durant plusieurs semaines qui sont au collège, entre 11, 12 et 15 ans. C'est l'âge de début de leur crise d'adolescence. On a parlé pendant plusieurs semaines de l'éducation, de l'accompagnement de nos enfants et que maintenant on va voir le retour de tout cet investissement qu'on a fait pendant la petite enfance et pendant l'enfance. Ah oui, oui, ça, Et mais c'est pas évident parce que 12 13 ans, s'il ouais, bouge c'est la un, bouche, moi je me rappelle de mes 12 13 ans, dès que j'ouvrais la bouche, je mentais. Alors comment, surtout, vraiment surtout, Oui, on en a parlé, c'est l'âge auquel on se recherche, c'est l'âge auquel on essaye plusieurs pistes, c'est l'âge auquel on tente beaucoup de choses, où on essaie de s'affirmer, on se révolte contre les partis pris, contre le dogme de notre héritage culturel, de l'autorité parentale, de l'autorité des institutions et de et l'autorité ils ont de bien l'école et de raison, tout ça. hein. Et on essaie de pousser les limites et de transformer les choses. Les choses avancent avec les enfants et avec la jeunesse. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est cette limite fragile entre un comportement habituel d'un adolescent et le risque d'aller vers les comportements à risque, de risque d'aller vers la délinquance. Mm. On le constate, Amine, hein, dans toutes les statistiques qui sont livrées, quand on parle de mal qui ronge notre système éducatif actuellement, c'est l'abandon scolaire. Et malheureusement, le plus gros de l'abandon scolaire se fait à ces deux moments du passage du primaire vers le collège et du passage du collège vers le secondaire. Parce que nos C'est enfants, étonnant parce que moi personnellement je pensais que c'était plus au lycée qu'ils commençaient à lâcher. En fait ah c'est non, beaucoup les plus tôt. transitions sont Ah, des moments difficiles pour les enfants. Le passage de l'institution primaire où les enfants sont plus ou moins protégés, où c'est une prolongation de l'enfant. de l'enfance, où les instituteurs ont cette attitude un petit peu protectrice. On reconnaît et on se souvient des relations affectives que nous avions avec nos instituteurs C'est et vrai. comment on avait envie de leur faire plaisir, d'exceller, on ramenait des petits cadeaux, on voulait être Exactement. aimé par Comme une maman ou un nos papa, enseignants, hein. absolument. Et quand on arrive au collège, cela change complètement. On a plusieurs classes, on se déplace d'une classe à une autre, on doit s'autogérer, autogérer son cartable, avoir toutes ses affaires, obéir à un emploi du temps. Et pour ça, le primaire ne prépare pas bien Oui, les parce que enfants. c'est presque du D'autant que travail dès les le collège, ouais. exigences des professeurs du collège sont un petit peu au-dessus du niveau qui est acquis au cours du primaire. Et vous savez combien les enfants ont horreur des situations d'échec. Donc quand ils C'est se vrai. retrouvent en grosse difficulté, qu'ils n'arrivent pas à suivre et qu'il y a en plus toute cette ambiance qui change, l'incapacité de s'auto-prendre en charge, mais la volonté aussi d'être indépendant, c'est cette ambivalence entre les capacités acquises, entre les compétences qu'on a et ce que l'on voudrait être. Et la correspondance n'est pas toujours là. Avec les difficultés d'adaptation au système éducatif, la pléthore
longueur du programme, la diversité des matières qui viennent, la multiplicité des enseignants, et on n'a pas su encore gérer ses propres émotions et son rapport à l'autre, son rapport aux autres élèves de la classe, son rapport aux autres élèves dans le collège. On est confronté avec une différence d'âge importante, des préoccupations qui sont On n'a peut-être complètement... plus tous ses copains du Absolument. primaire. Des préoccupations qui sont complètement différentes, et on est dans un système qui vous broie un petit peu, alors qu'on cherche à s'affirmer et qu'on cherche à trouver sa personnalité. Et donc tout ça va induire des fois un comportement qui est limite. Donc, et ce comportement qui est limite va nous exposer à beaucoup de risques, beaucoup d'incitations. Malheureusement, et on le reconnaît tous, et c'est un problème qui est national, mais pas uniquement national, c'est un problème au niveau du monde entier, la périphérie de nos institutions éducatives n'est pas simple, n'est pas sécurisant. Ça veut dire que dès qu'on est en dehors de l'école, d'abord on ne sait plus cet espace, il est géré par qui, si c'est par le système, par le ministère de l'Éducation, si c'est par les autorités locales, si c'est par le ministère de l'Intérieur, qui assure la sécurité des enfants dans cet espace qui est entre la maison et l'école. Et vous connaissez... D'ailleurs, on a eu ce malheureux incident dans un lycée où vraiment Oui. l'administration est un peu coupable. Cette lenteur, qui est responsable voilà. On ne le sait pas exactement. Donc dans ce flou qui existe et dans cette recherche de soi, donc d'être enclin à avoir un comportement difficile, vous savez combien il est facile pour un adolescent de s'enliser, d'autant que la relation au père est prédominante à cet âge. Donc en fonction de ses fréquentations, en fonction de tout ce qu'il a reçu comme bagage, en fonction de la qualité du dialogue et de confiance et de sécurité qu'il a à la maison, donc cela va influer beaucoup son comportement en tant que jeune adolescent au collège. Je vais raconter une histoire pour être concret d'une petite famille qu'on a reçue il n'y a pas très longtemps à l'association. C'est une maman qui est venue se plaindre que son fils, qui est âgé de 12 ans et demi actuellement, très jeune, ben, il strate l'école et il n'a plus envie d'y revenir. Elle s'est rendue compte qu'il s'absentait systématiquement et qu'il n'allait pas à l'école. Donc on essaie de remonter l'histoire de cet enfant pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il en est arrivé là. Eh bien, on s'est rendu compte que c'est une famille qui a 2 enfants, 2 garçons. L'aîné, il a 21 ans actuellement. Le deuxième, il a 12 ans et demi. Vous voyez la différence d'âge qu'il y a entre les deux. Et déjà, le premier, âgé de 21 ans, il a eu maille à partir avec la justice. Donc on remonte un petit peu dans l'histoire de cette famille, on se rend compte qu'il y a une violence conjugale. La maman est victime de violence depuis son mariage. Donc elle a eu une relation très tendue avec son conjoint, et déjà le premier enfant a grandi dans une ambiance qui était délétère, qui n'était pas favorable. Et c'est un enfant qui a quitté l'école à la 6e année primaire, malgré le fait qu'il était dans une institution privée. C'est le passage entre... Donc il est à peine lettré, en fait. À peine sorti de l'école privée, c'est le cas d'un grand nombre de familles tunisiennes où, pendant l'école primaire, ils placent leurs enfants dans des institutions privées, et quand ils passent au collège, ils passent dans des institutions publiques. C'était mon cas. Alors, déjà dans les années 80. La difficulté déjà de passer entre le primaire et le collège, entre une institution privée et une institution publique, vivant dans une ambiance qui était délétère et qui n'était pas du tout favorable, et bien cet enfant a complètement échappé au système éducatif. Il a quitté l'école, et malgré l'insistance de la maman, les multiples tentatives de le placer dans diverses formations professionnelles pour chercher où est-ce qu'il pourrait trouver son équilibre et s'épanouir, c'est un garçon qui n'a acquis aucune compétence et qui a sombré dans la délinquance, et vers l'âge de 19 ans, l'irréparable est arrivé, il a volé un téléphone et il s'est retrouvé écroué par la justice. Donc le deuxième enfant, et vous voyez l'explication de pourquoi il y a eu autant de temps entre le premier et le deuxième enfant. Il y a aussi cette erreur dans les couples, c'est lorsque quand tout va mal et on essaie de recomposer la famille, on essaie de se retrouver, on pense qu'en faisant un enfant, on va rabibocher les sentiments et on va rapprocher ce couple. Ce n'est pas du tout le cas.
Au contraire, Amine, parce que voilà, absolument. la maternité, Les enfants demandent un investissement et demandent une cohésion du couple. Et un enfant ne peut pas plâtrer un couple qui est en train de se désagréger, qui est en train de Oui. partir. Bien au contraire, il va approfondir toutes ces crises. Et ce qui devait arriver arriva. Il y a eu une recrudescence de la violence, une recrudescence des tensions au sein de la famille. L'enfant était placé dans une institution privée pendant son école primaire. Cela se passait plus ou moins bien. Arrivé à la 5e année primaire, la maman, victime de violences conjugales, ne supporte plus. Elle quitte le domicile conjugal. Elle est séparée de son mari, mais pas une procédure de divorce. Elle s'éloigne. Donc, du coup, elle loue toute seule. Elle n'a plus beaucoup de moyens pour subvenir aux besoins. Les dépenses sont augmentées quand on vit chacun de son côté. Et elle n'avait plus la possibilité de laisser cet enfant dans une école privée. Donc, à la 6e année primaire, elle l'a placé dans une institution publique et les deux enfants sont restés à côté du papa parce que la maison de la maman était très exiguë. Et puis c'est la avec maison ses de petits famille. moyens, et les grandi, enfants sont restés dans la maison de famille. Et ben, cet enfant échappe complètement au système et maintenant il commence à avoir un comportement un petit peu violent, un petit peu en dehors des normes, et son souhait le plus vif, c'est d'émigrer. Donc c'est un enfant qui a une décision ferme de vouloir s'en aller. On voit comment... À 12 ans et demi. À 12 ans et demi, oui. Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de cas et d'enfants qui sont dans cette situation. Vous comprenez l'influence du climat familial sur le comportement des enfants. Pour dire que la délinquance, pour dire que le dérapage du comportement des enfants est la conséquence de tout cet héritage, de tout ce cumul de dysfonctionnements qui ont touché sa relation avec la famille, les relations avec les institutions, les relations avec la société en général et toutes les influences qui peuvent arriver tout azimut. Cher docteur. Voilà. Que faire maintenant que quelque part le mal est fait, il a grandi dans cette situation, parce qu'on a pris cet exemple très illustratif. Que faire? Que peut faire la mère? Que peut faire le père? La solution ne peut pas être unique, Emina. C'est pour ça que l'on dit qu'il faut mettre en place une réponse globale, une réponse pour tout le mal-être de la famille. On se rend compte que le papa est aussi alcoolique, qu'il n'est pas aussi mauvais qu'il est, mais qu'il est sous la domination de cet alcoolisme et de son addiction à l'alcool. Cela n'explique pas tout, il est responsable de ce qui arrive et donc nous devons apporter une réponse globale. Nous essayons au sein de la société civile de mettre en place des réseaux et actuellement je remercie la collaboration qui se met en place avec les villages SOS qui maintenant sont en train de développer un appui pour les familles pour venir au secours à ces enfants qui sont à risque de décrochage scolaire, qui ont des difficultés et qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'ont pas complètement quitté la famille pour éviter que cet enfant ne se retrouve à la rue et qu'il ne devienne cet enfant de rue qui malheureusement nous sommes en train de voir de plus en plus dans nos villes au jour d'aujourd'hui. Mais il s'agit aussi d'accompagner la maman, d'accompagner le papa et d'apporter une réponse à la fois globale pour essayer de reconstruire cette famille et de repartir sur de nouvelles bases. On ne peut pas proposer une alternative pour un enfant en le laissant dans cette ambiance délétère qui a engendré son comportement à risque actuel. Ce n'est pas, comme on le dit, une feuille détachée d'un arbre qui est emporté par le vent ou par un torrent. Donc on doit le réancrer dans sa situation familiale, dans sa réalité biologique, affective et culturelle et sociale pour essayer de redémarrer. Bien sûr, il est essentiel. Il est essentiel. Et la prise en charge aussi va s'adresser à ce jeune de 21 ans qui, après quelques mois ou quelques semaines de privation de liberté, est sorti complètement démoli. Il est actuellement pris en charge par des psychiatres. Il est en dépression profonde. Donc vous voyez comment le dysfonctionnement au sein d'un couple peut engendrer autant de dégâts. C'est pour dire que il faut avoir une certitude. Les enfants ne naissent pas mauvais, Amina.
ils deviennent mauvais petit à petit par toute la souffrance qui est accumulée, par toute l'absence d'affection. On n'est pas uniquement dans un comportement violent que subissent les enfants. Les privations d'amour, les privations d'affection, les privations de présence empathique, et qui lui donne une sécurité permanente, de savoir qu'il a ce filet qui est indéfectible, qu'il va le récupérer, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Cela permet à cet enfant de se construire, et même si de temps en temps il nous échappe, vous pouvez être sûr que ce filet existe et qu'il est conscient dans la tête de vos enfants. Ils vont vous revenir. Ne jamais rompre les dialogues, ne jamais dire je ne peux pas. Ta présence est insupportable, je ne peux pas, je ne veux plus te voir, va-t'en, je ne te supporte plus. C'est des mots qui blessent, c'est des mots qui entraînent des ruptures chez quelqu'un qui a une relation fragile avec vous. Les coupures et les cassures sont profondes et peuvent être indélébiles. Donc, ne pas se laisser aller, essayer de se dominer. Mais on le sait, quand on se laisse aller, on le fait sous la contrainte de multiples souffrances. Ça peut être, oui. Il y a eu un rapport récemment sur les féminicides, et on voit combien les femmes sont victimes de violences. Mais quelque chose aussi que l'on doit admettre dans notre société. On a aussi des statistiques dans le domaine de l'enfance, et on n'arrête pas de le répéter. Quand une personne est victime de violence, elle va chercher un exutoire. C'est indispensable pour évacuer, absolument, pour évacuer toute cette douleur qui est en soi. On ne peut pas avoir de la patience, de l'empathie et avoir tout ce que demande l'éducation d'un enfant ou des enfants quand on est dans une souffrance extrême. Évidemment que la moindre petite demande ou exigence ou distorsion de comportement des enfants, elle va avoir une réponse violente de la part de ces femmes victimes de violence elles-mêmes. La violence qui s'abat sur les enfants est malheureusement une violence féminine. On le voit dans le pire expression de la violence, et c'est des statistiques officielles, dans la traite des enfants. La traite des enfants, la traite humaine en Tunisie est majoritairement une traite d'enfants. Et contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde, les femmes incriminées dans la traite des enfants sont autour de entre 11 et 13% en fonction des différents pays. Chez nous, elle est à plus de 50%. Aïe, aïe, aïe. De traite. Ce sont des femmes qui sont responsables de la traite des enfants. C'est vous dire combien la violence qui s'abat sur les enfants est une conséquence de cette violence aussi qui s'abat sur les femmes. Quand il y a un dysfonctionnement au sein du couple, cela va avoir des conséquences. On l'a dit ici aussi, que s'il y a eu une évolution absolument formidable dans notre pays, et si la femme a maintenant un rôle social affirmé, et s'il a envahi tous les domaines d'activité au point de vue professionnel et point de vue social, la répartition des rôles au sein de la famille est restée traditionnelle, Hermine. Et les femmes sont en train de supporter toutes les charges domestiques et l'éducation des enfants à côté de toutes les charges qu'elle est en train d'assumer au sein de la société. Et malheureusement, les hommes, c'est en train de venir, c'est en train d'évoluer avec les jeunes d'aujourd'hui, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Et la répartition des rôles au sein de la famille revient majoritairement aux femmes qui ont un poids excessivement lourd à supporter. Si en plus de ça, il y a de la violence au sein du couple, s'il y a de la violence dans la rue, s'il y a de la violence dans les transports, s'il y a de la violence dans le travail et qui s'abat sur les femmes, bien évidemment qu'elles ne vont pas être capables de remplir leur rôle comme il se doit, et dans la capacité de donner une réponse adéquate à la turbulence des enfants dans la maison, la réponse devient violente. Ah là là. Donc on a besoin d'aller vers un accompagnement des familles, et je sais que le ministère de la femme, de la famille et de l'enfance a mis en place un vaste programme de promotion de la petite enfance, dans laquelle il y a un énorme volet d'éducation parentale. Malheureusement, c'est un mécanisme qui tarde à se mettre en place, et nous avons besoin
comme aujourd'hui, nous avons besoin des médias. Nous avons énormément besoin des médias pour répondre à cette détresse, pour essayer de faire passer des messages, pour essayer de changer le comportement au sein de la famille. On a été capable de changer le comportement social et la Tunisie paraît être une exception, non seulement dans le monde arabe, non seulement en Afrique, mais par rapport à un grand nombre de pays dans le monde où les femmes ont acquis des droits, et je l'espère, des droits pour toujours, et qui continueront à avancer et à évoluer. Mais nous sommes en retard au sein de la famille. Nous devons faire évoluer nos familles pour qu'elles soient au diapason de l'évolution de notre société, ou au diapason de notre ouverture sur le monde. Si avant, les enfants n'avaient qu'un seul repère, c'est le repère de la famille, de l'école et du quartier dans lequel ils vivent. Aujourd'hui, ils sont ouverts sur le monde, absolument. Et les frustrations sont énormes quand le décalage de ce qu'ils sont en train de vivre par rapport à ce à quoi ils aspirent à travers tout ce qu'ils sont en train de voir. C'est pour ça que l'ailleurs devient un Eldorado. Amina, et que l'on rêve de partir parce qu'on ne supporte plus son quotidien. Et ça ne touche pas uniquement les enfants. Toutes les enquêtes qui sont faites au niveau des jeunes, qu'ils soient avec une réussite dans le système scolaire ou universitaire, ou de ceux qui n'ont pas pu rester dans le train éducatif pour acquérir des compétences, eh bien beaucoup d'entre eux malheureusement sont en train de rêver de l'ailleurs parce qu'on ne leur donne pas une matière à rêver ici, parce qu'ils ne sont pas impliqués dans le changement qui est en train de se faire ici, parce qu'ils ne sont pas impliqués eux-mêmes dans les postes de décision et dans cette volonté de transformer cette Tunisie qu'on aime et qu'on souhaite devenir comme on le voudrait. Merci beaucoup Mouaz Cherif pour ce sujet déjà qui est très très difficile, et vous avez réussi quand même à ne pas juger aussi les parents, comme si, parce que tout le monde est quelque part... On n'est pas là, Amina, pour juger. Tout ce qu'on est là, on essaie de raccommoder, de remettre un petit peu d'harmonie dans le couple. En mettant l'harmonie dans le couple, on met une harmonie dans toute notre société. Et tout ça pour dire en conclusion que la délinquance n'est pas un déterminisme, que c'est le résultat d'un grand nombre de déficits chez nos enfants, mais que ce n'est pas un destin irréversible, qu'il est toujours possible de redresser la barre. Voilà, merci beaucoup pour ce focus enfant de ce jeudi 15 mai. On continue avec Daniel Balavoine, suivi le vrai du faux de Donia Chef, qu'on aime toujours entendre dans la voix, on adore. Un plaisir. Oui, merci beaucoup. Focus enfant par Mouaz Cherif. Focus enfant.